Bonjour à Salut à tous. tous, bienvenue dans cet épisode numéro 130 de Bits, un Bits chargé en actu et en test. Je suis avec Bertrand ce soir. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien, très bien. Super, donc je suis Christophe et on va ce soir dérouler pas mal d'actu, plutôt des gros sujets, mais surtout on va commencer par un test, le tant attendu test que tu avais annoncé dès le départ suite à l'annonce des nouveaux hardware de chez Apple, puisque tu as foncé sur le store directement pour t'acheter une Apple Watch Series 5. Et Exactement. tu Et vas que nous en vous parler un petit voyez, peu. elle est allumée. Alors dis-nous un petit peu plus sur cette superbe smartwatch. Alors, c'est gentil de dire super, parce que c'est allant de toi. Donc, on reste dans différents types de matériaux. Donc, on avait le classique, on va dire, alu. Hop, je vous ai mis une petite vidéo pour vous retrouviez un peu à quoi ça correspond. Avec une watch alu. Donc on est sur du prix qui a un tout petit peu augmenté puisqu'on est à 449 € prix de départ pour le modèle 40 en termes de taille. On a aussi de l'acier, on a de l'habitude, on l'a déjà eu par le passé. Donc ça, pas de gros changement là-dessus, aucun changement esthétique, donc ça reste exactement la même en termes d'aspect extérieur. Et on a maintenant de l'édition avec en premier une version Titan qui sort à partir de 849 € dans ce que j'ai pu voir sur leur site. Donc comme ça en tout cas, je vois pas trop l'écart entre acier et titane en termes d'apparence directe. Il faudrait aller dans un Apple Store pour pouvoir vraiment s'en rendre compte. Ils disent que c'est plus léger et c'est plus résistant que l'acier. Donc on leur fait confiance là-dessus. Et enfin, et ça c'est ce qui est vraiment la partie magnifique, c'est le modèle céramique, puisque l'on a maintenant le modèle céramique qui ressort, qui était sorti à une époque et qui ressort maintenant. Et là, bon, là ça fait mal par contre niveau prix, on est à 1399 €, prix de Wow. départ, Pour une voilà, montre quand même. pour une montre Wow. qui a une durée de vie quand même qui n'est pas exceptionnelle non plus. Donc, Au bon, premier coup dans une porte. ouais. Alors après c'est résistant. Moi par contre je vous fais attention si vous avez une table basse en verre, évitez de donner un coup dessus parce que ça casse le verre très rapidement. La montre casse la table. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut, hein. Enfin, la céramique, c'est connu pour ça. Bon, ça, vous aviez déjà les infos, et pour le coup, c'était vous essayer de vous faire un petit retour d'expérience, puisque j'ai pu la déballer vendredi dernier, et j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo. Donc, hop. Une vidéo d'unboxing, c'est parti. Voilà, bon, vidéo assez classique dessus. J'ai essayé de faire ça assez rapidement. Donc, pas de gros changements au niveau du packaging. Ça ressemble beaucoup à l'an dernier pour ceux qui ont acheté déjà une série 4. Et la seule chose qui change, vous allez le voir, c'est qu'ils ont séparé la montre le boîtier de la montre du boîtier du bracelet. Ce qui permet comme ça d'avoir beaucoup plus de personnalisation possible sur le site d'Apple. Moi, je suis resté dans des prix corrects. Ah, c'est Donc, deux boîtes. voilà, Deux c'est deux boîtes dans boîtes la boîte. séparées, ouais. D'accord. Et donc moi, je suis resté dans des prix très corrects, ce qui fait que je suis sur une montre qui est avec un bracelet classique. Mais on peut parfaitement avoir la possibilité d'avoir différents types de bracelets différents. Au niveau de l'installation, c'est toujours aussi simple au niveau de la watch. Il suffit de la mettre en mode appairage et c'est automatiquement. Le téléphone voit qu'il y a une montre, demande si on veut le paramétrer. On prend le téléphone, on met au-dessus de la montre qui affiche un symbole et enfin tout un nuage de points pour être précis. Et l'appairage se lance. Ça m'a pris moi à peu près 10-15 minutes au niveau de l'installation. Donc ça marche toujours aussi bien, il n'y a pas de nouveauté avec la nouvelle version. Donc on est totalement compatible avec les anciens bracelets, que ça remonte même jusqu'à la série 2 que j'avais avant et la série 1 et 0. Par contre, on peut remarquer, comme vous le voyez là sur le chargeur, ou comme vous ne le voyez pas, mais si vous le connaissez, c'est le chargeur classique. Donc on est sur un chargeur classique USB, on n'est pas sur de l'USB-C malheureusement. Faut avoir une logique de gamme, donc à partir du moment où on sort les MacBook Pro, on se dit qu'on devrait pouvoir brancher les différents chargeurs, donc avoir un câble USB-C déjà et un chargeur USB-C. On est toujours sur de l'USB, donc la Watch c'est bien pour ceux qui ont parfaitement, par exemple un iPhone, puisqu'ils sont toujours sur du Lightning avec de l'USB. Moins pour tout ce qui est iPad. Ensuite, au niveau du design, pas d'évolution. Et la puce, dans ce qu'on a pu voir au niveau des retours, c'est que c'est exactement la même puce que l'année dernière. La seule chose qui change, c'est que elle va gérer la partie boussole. Donc vraiment
Voilà, c'est vraiment la partie boussole qui moins de chance de serait... te perdre. Ouais. Bon, la grosse différence. On va s'en parler de la boussole. Dans les autres points, après, c'est l'écran. Et c'est l'écran qui change avec un nouveau type d'écran qui arrive. Donc, on va pouvoir passer comme ça aux nouveautés. Donc, les nouveautés, c'est qu'on a cette année 32 Go de stockage. Donc, ça va dans l'idée de je veux une montre qui soit plus autonome, qui puisse fonctionner toute seule et qui a la possibilité maintenant de faire ses mises à jour elle-même. Donc, Autonomie. une plus grande autonomie. Elle se sépare un peu du téléphone. Par contre, bien évidemment, n'achetez surtout pas de watch si vous n'avez pas d'iPhone. Vous serez très malheureux. Donc, elle ne servira pas à grand chose. Donc, on reste quand même avec le cordon ombilical, avec l'iPhone. Mais on a allongé la longueur du cordon. Voilà, pour faire simple. D'accord. Donc la grosse nouveauté, c'est l'écran, un écran LTPO. Donc cet écran, c'est quoi? C'est un écran qui a la spécificité d'afficher une image en gros par seconde au lieu de 60 lorsqu'il est en veille. Donc là, actuellement, par exemple, je ne lève pas le poignet, l'écran affiche l'heure et on va pouvoir vous montrer un petit exemple. Hop. Alors l'écran always on, ça s'appelle. Voilà. Donc là, on est sur un écran qui est allumé. Je retourne le poignet, je fais tout doucement pour le relever, donc elle ne détecte pas que j'ai retourné vers moi. Et ça, c'est l'affichage en mode repos. Donc, comme vous le voyez, niveau couleur, ça passe très bien. On arrive à très bien lire le cadran, il n'y a aucun souci. Par contre, je n'ai pas les animations. Donc, j'ai pas l'animation de la trotteuse qui avance, par exemple. Je reste sur une image fixe. Mais j'ai fait le test de regarder juste avant qu'une minute change. Et là, on voit bien l'aiguille des minutes avancer d'un cran. D'accord. Dès que ça change. Donc, quand même une animation, c'est pas voilà. un écran fixe. Mais c'est une animation toutes les secondes si y a matière à animer. Voilà. D'accord. Pour essayer d'économiser la batterie, puisque vous vous doutez bien que ça va être le principal sujet qui est est-ce qu'elle tient niveau batterie, et on s'en parle juste après, il faut bien que je tease un petit peu. Donc ça permet notamment d'être un petit peu plus discret quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un ou autre et que vous avez rapidement besoin de voir l'heure, et que vous puissiez comme ça juste regarder l'écran de la montre comme je le fais là, sans pour autant faire excuse-moi, ok, voilà. Et donc c'est un vrai plus, vraiment. Oui. Donc après on va se dire juste pourquoi est-ce qu'on l'a pas sorti sur le modèle précédent. C'est pour ça que moi je parlais d'Apple Watch 4S. Pour moi c'est juste une évolution de l'Apple Watch 4. Avec cette option-là, elle est vraiment utile, effectivement, au quotidien. Même si on a pris l'habitude de toujours refaire comme ça pour regarder, je désapprends le fait de le faire. Quand j'ai une notification qui apparaît, enfin qui vibre, la notification ne s'affiche pas lorsque je suis en mode repos, on va dire. Ah, ça ne la réveille pas pour l'afficher. Non, ça ne la réveille pas et il faut que je la retourne et là, ça va m'afficher ma notification. Alors c'est bien parce que ça veut dire que quand je suis en mode repos, les gens ne voient pas la notification. Et donc forcément, vous allez vous dire, dans ce cas, si en mode repos, j'affiche par exemple mon agenda, est-ce que ça veut dire que tout le monde voit mon prochain rendez-vous qui s'affiche? Oui. Donc oui, c'est le cas, si vous laissez ce paramètre-là. Donc il gère quand même la confidentialité et vous avez la possibilité de désactiver en mode repos le fait d'afficher les informations personnelles, on va dire, et donc par extension confidentielles. Donc c'est bien vu. Franchement, je trouvais que c'était une bonne idée. Et ça fonctionne sans trop de soucis. Ensuite, quand vous la posez sur la table de nuit ou que vous la chargez, la montre s'éteint et si vous la posez sur le côté, elle fait mode réveil comme avant. Donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Ensuite, au niveau des déplacements avec plan, donc j'ai pas fait le test encore parce que je me sers quand même peu de ça, mais lorsque j'ai besoin de me déplacer à pied, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser plan sur ma watch, c'est quand même beaucoup plus pratique pour trouver un itinéraire. C'est une nouveauté ça ou... Et alors ça on l'avait déjà, oui. Mais ce qui est plus précis, mais j'ai pas pu le tester, c'est la boussole. Et là dans ce cas il détecte mieux vers où on se dirige. Donc il va pouvoir m'indiquer plus efficacement. C'est la vraie utilité de la boussole en fait. Ouais, voilà, vraiment dans plan. Et je trouve que juste pour ça, effectivement, c'est une bonne idée. Donc quand vous vous mettez comme ça et que vous regardez votre chemin, il détecte beaucoup plus rapidement vers où est-ce que vous orientez la montre. Et donc il est plus précis pour l'orientation. Donc je m'en sers beaucoup de la continuité de navigation. Parce que en fait, alors j'utilise Maps du coup, mais tu commences à naviguer dans la voiture par exemple, et tu finis, du coup tu te gares, tu finis à pied, et du coup tu as la continuité de la navigation jusqu'à la partie à pied, et du coup avec la montre c'est hyper pratique. Alors, j'ai pas testé la continuité depuis la voiture, mais par contre, à pied, c'est vraiment top. Et après, il vibre pour dire à droite, à gauche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
Donc, bon, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Donc, la question sur la partie autonomie. Donc, moi, j'avais une Apple Watch série 2 avant. Donc, série 2. Un jump. Ouais, là, donc moi, j'ai pris une grosse claque, forcément, par rapport à ce que j'avais. Donc, forcément, c'est mieux. Sauf sur la partie autonomie. Sur ma série 2, j'arrivais à avoir 2 jours d'autonomie en l'éteignant la nuit. En précisant bien, donc j'éteins la nuit, je la charge pas, et je fais 2 jours. Éteignais ta montre? Ouais, c'est fou, hein. Dans quel monde vit-on? Et le matin, il fallait que je prévoie avant parce qu'elle mettait beaucoup de temps à démarrer. Ah bah. Donc, je pouvais me prendre le petit déjeuner le temps qu'elle démarre. Donc là, je l'éteignais la nuit et le soir, donc le lendemain soir, j'étais à 10-12% de batterie, donc j'étais dans le rouge, mais c'est bon, ça gère. Là, clairement, je fais une journée et bon, forcément en ce moment je la teste, je me mets en plus en mode cellulaire pour tester la partie données et là je tiens, on va dire à peu près la journée et je termine à moins de 30% sur la première journée. Le pire que j'ai fait, c'était terminer à 15%, mais je l'avais quand même pas mal utilisé, fait un peu de sport avec, un peu, hein, 1 heure, hein, mais bon, voilà. Donc ça tient à peu près la journée, mais il faut quand même y aller doucement, et elle n'était pas sollicitée en mode cellulaire, loin de là, pendant toute la journée. Si elle avait fait 1 heure de cellulaire, c'était un grand maximum. Donc clairement, on y a perdu en termes d'autonomie par rapport à ce que l'on avait avant. Il y a des optimisations, donc moi ce que j'ai fait là, j'ai supprimé par exemple la captation de bruit ambiant, qui était une des nouveautés là qui proposait pour pouvoir permettre de pouvoir dire dans le bruit ambiant, est-ce qu'il y a un risque pour vos oreilles, pour vos tympans. Donc ça, a priori, ça fait gagner un petit peu d'autonomie. Il y a d'autres paramètres, c'est trop court, j'ai pas encore pu tester les autres paramètres pour réduire, qui permettraient de pouvoir lui augmenter un peu son autonomie. Mais c'est quand même dommage parce qu'on vient sacrifier des fonctionnalités. Donc, C'est marrant que tu me dises ça parce que ça fait partie des retours que j'avais sur la configuration de la fossile justement. Ah oui. Ouais. Que tu dois aller dans des paramètres pour pouvoir optimiser ça et que c'était pas du coup hyper pratique, hyper user-friendly. Donc c'est marrant que tu aies le même cas d'usage sur l'Apple Watch qui du coup normalement c'est censé être packagé, t'as pas à te soucier de ça. C'est ça. Donc on vient en fait dire je vais pas me servir de ça, tant pis, je renonce à ça pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Ouais. Bon, après pour une fois qu'on a un peu de choix, on va pas trop se plaindre, mais ce qu'on reproche souvent à Apple de pas laisser le choix, donc on peut le faire. S'il y a d'autres paramètres qui marchent vraiment bien, je vous en reparlerai, mais pour l'instant j'ai pas testé d'autres choses. Et le dernier point que l'on avait sur tout ce qui était présentation comme ça de la montre, c'était l'apparition de WatchOS 6. Donc pour ceux qui ont la 4, pas de changement. Par rapport à la 5, ils ont les mêmes fonctionnalités sur la partie WatchOS 6. C'était juste un petit rappel rapide avec une fonctionnalité révolutionnaire qui est l'apparition de la calculatrice. C'est une révolution. On n'a jamais fait ça. Donc, et ils ont après des petits trucs, des petites fioritures supplémentaires comme la possibilité de partager une addition facilement en divisant le total, par exemple. Évidemment. Voilà. On a le suivi des cycles menstruels également qui apparaît. C'est une nouvelle feature. Le dictaphone. Que tu n'as pas pu tester. Non, par contre ça je l'ai pas testé effectivement. Qui n'est pas du tien. Je vais pas au bout des sujets. Le dictaphone, donc ça c'est vrai que le dictaphone c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc il y avait des applications tierces qui le géraient, on l'a maintenant intégré et c'est vrai que c'est super pratique. La détection des décibels, je vous en ai parlé. Et ensuite on a la lecture d'audiobook également. Donc je trouvais ça assez intéressant en termes d'approche. C'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Il n'y a pas de révolution pour autant. Mais ouais, voilà. ça c'est quand tu vas partir courir ou que tu n'as pas ton téléphone avec toi. En général c'est quand tu cours et du coup tu... Okay. Et la question se pose sur un Siri amélioré. Bon, il y avait une belle marge de manœuvre, donc... la question se pose, est-ce qu'ils ont amélioré Siri ou est-ce qu'ils vont le faire? Il se dit que le Siri a été amélioré. Voilà. Ça veut dire que tu t'en es pas rendu compte immédiatement. Alors moi je m'en suis rendu... Alors moi c'est plus pratique à utiliser, mais je pars de très loin parce que je pars de la 2. Et par exemple, c'est bête, mais à partir de la 4, la montre te répond quand tu lui parles. Ouais. Alors que jusqu'à présent, elle m'affichait des contenus. Donc l'interactivité est beaucoup plus poussée avec à partir du modèle 4, si je me souviens bien. Je pense que ça ne le faisait pas forcément sur le 3. Donc là, j'ai du mal à pouvoir comparer en disant, est-ce que c'est le fait d'avoir changé de montre qui permet en fait d'avoir un Siri qui soit plus interactif, ou est-ce qu'il y a une véritable évolution au niveau de Siri? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je lui parle, il me comprend plutôt bien sur des instructions simples. Et il arrive à m'afficher la météo, appeler quelqu'un. T'as des vrais cas d'usage pour ça? C'est une vraie question que j'ai posée le jour. Et j'ai du mal à voir... Enfin, c'est...
Est-ce que tu t'en sers? Voilà, c'est plutôt ça la question. Alors, moi, sur la météo, voilà, c'est presque, en gros, tous les 2 jours, je lui demande en me levant quel temps il va faire aujourd'hui, et il me répond, et il m'affiche en fait les différents modes, et quand j'appuie, il me marque les températures, l'eau, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Bon, c'est un cas qui marche. L'autre cas, c'était l'autre jour, j'ai voulu mettre un minuteur, donc même chose, il me l'a lancé, ça a fonctionné, tant mieux. Et tu le déclenches du coup avec le mot-clé ou tu le déclenches par bouton? Non, par le mot-clé. Par le Donc mot-clé. juste en lui parlant directement. Après, ça marche aussi sur un téléphone. Mais bon, la montre, je Ouais. l'ai plus souvent sur moi. Et ce que j'essaye de faire, c'est de poser un peu plus le téléphone, pour le coup, pour utiliser plus la montre. Surtout que j'ai pris une version cellulaire. Donc maintenant, quand je vais chercher le pain, je laisse mon téléphone à la maison. Waouh, c'est Je me beau. sépare de mon téléphone. Bon, c'est dur, mais je fais des efforts. Voilà. D'accord. Donc, Donc du coup, voilà pour un retour. J'ai essayé de faire un peu condensé, en tout cas, sur ma première expérience avec la série 5. Et on avait un autre point que... Ah oui, et le conseil, pardon, j'ai oublié de vous dire, le conseil par rapport à la série 4, bon, forcément, moi j'ai pas la série 4, mais j'ai pu voir en tout cas toutes les fonctionnalités. Je pense que ça ne vaut absolument pas le coup de changer entre une série 4 et une série 5, et qu'il vaut mieux attendre l'année prochaine. Et peut-être des nouveaux modèles, peut-être un nouveau form factor, et une véritable évolution de la montre. Bon, moi je partais de loin, donc ça s'explique. ouais, non, mais Mais te justifie pas, c'est voilà. bon. Mais par contre, depuis une série 4, je pense que ça se justifie pas. Et juste l'affichage Always-on, bon, c'est du plus, mais ça reste du plus. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. C'est pas la grosse révolution, c'est une évolution dans la continuité. C'est ça. Très bien, mais merci pour ce retour. Et puis, si tu as d'autres retours plus tard dans l'usage dans la durée, n'hésite pas à revenir nous en parler. L'autre point... Alors, on va parler Ouais, également, du coup, puisque maintenant que tu as une Watch Series 5 et que tu as en plus l'occasion de tester avec la partie cellulaire, tu as pu utiliser une eSIM, et une eSIM un petit exactement. peu particulière de chez SFR, Red même. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris, en fait, quand j'ai voulu faire la commande, je me suis demandé, je suis aujourd'hui chez Red, donc de SFR, est-ce que SFR a bien sorti sa eSIM? Parce qu'on entendait parler, et donc je me suis dit, ça fait bien partie des projets, mais il y en a beaucoup qui l'exprimaient dans les projets. Donc, est-ce qu'ils ont abouti? Est-ce qu'il y a véritablement une offre sur le marché dessus, en dehors d'Orange? Parce que c'était la référence là-dessus, c'était véritablement Orange, et sur Orange, je trouvais pas mal de tutos sur comment paramétrer sa montre. Donc, je suis allé chercher sur Internet, j'ai bien vu que SFR l'avait sorti et que c'était bien effectif, donc tant mieux. Et donc, ma question ensuite, ça a été de me dire, est-ce que Red, qui est, on va dire, la marque low cost de SFR, le propose aussi, ou est-ce que c'est réservé à la clientèle SFR qui a généralement un forfait plus complet, on va dire, que par rapport à la version low cost. Donc je Et suis la allé surprise, sur le site, et c'est bien le cas, avec une vidéo qui était assez claire de présentation. Je me suis rapproché des questions en fait en ligne via mon application Red, pour me demander ce qui me confirme bien, parce que j'avais absolument pas, je comptais absolument pas changer d'opérateur. Donc avant d'acheter un modèle cellulaire qui est quand même 100 € plus cher, je voulais être certain que ça puisse fonctionner, et ils m'ont bien confirmé que ça serait le cas. Et le tarif, c'est 5 € par mois pour pouvoir avoir une eSIM. Donc les 3 premiers mois sont offerts, donc je suis en test, on va voir si je trouve vraiment un usage dessus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre la série 5, et je vous ai fait avec la partie cellulaire, et je vous ai fait une petite vidéo pour vous pour le montrer, setup. voilà, le petit paramétrage qui est quand même assez simple. Donc ça démarre sur le téléphone pour lui dire le mode cellulaire. Il me demande de déverrouiller ma watch. Une fois que j'ai déverrouillé la watch, je lui demande d'activer le mode cellulaire. Il se connecte avec l'interface de mon opérateur, me demande de saisir mon login mot de passe. Il m'informe du tarif, me demande de confirmer. Il m'affiche l'écran me demandant est-ce que vous confirmez. Donc on est vraiment dans une démarche contractuelle avec les 3 mois offerts pour ce numéro de ligne-là. Je valide, je reçois un SMS me disant que ça y est, mon offre a été activée, donc je reçois instantanément, et je finalise donc en ligne une fois que j'ai reçu ce petit SMS là. Et là, je me suis simplement remis sur la montre ensuite pour pouvoir aller vérifier. Et sur la montre, on voit bien que je suis connecté maintenant en cellulaire. Donc j'ai mis le téléphone en mode avion. J'ai désactivé le Wi-Fi. Et là, on voit bien que je suis en SFR et connecté. Ça s'est fait super rapidement. Juste un point, c'est que j'ai un tout petit peu galéré parce que quand j'ai finalisé le paramétrage, je n'avais pas le mode cellulaire. Je pouvais juste appeler, mais je n'avais pas les données. Et donc, j'ai dû redémarrer la watch. Ah C'est oui, souvent comme ça sur les téléphones aussi, oui, hein, il faut c'est toujours vrai. redémarrer pour mettre à Tout à jour la fait. configuration opérateur.
Et là, je vous montre un exemple qui est le fait de se connecter à l'App Store avec la montre en mode cellulaire, sans aucun Wi-Fi, sans téléphone. Et ça nous permet comme ça de pouvoir aller surfer sur l'App Store sans problème. Installer des apps. Et installer des apps, sauf qu'il y a une limite, c'est que il va me demander mon mot de passe, et que pour saisir le mot de passe, si je veux le saisir avec des caractères, il me demande de me connecter sur mon téléphone pour pouvoir le faire. Donc là, on voit la limite quand même de la Watch, même si elle est cellulaire, sans le téléphone. On ne peut pas tout faire. Sinon, vous avez la possibilité de griffonner les lettres sur la Watch, si vous voulez vous faire plaisir avec un mot de passe très compliqué. C'est tout à fait possible. Ça n'a pas été mon cas, mais en tout cas, ça fonctionne bien, et ça a été quand même assez rapide. Donc, pas besoin de passer par une boutique en ligne, pas besoin de commander sur un site, tout se fait en direct Exactement. sur le téléphone. Et par contre, c'est le même numéro que tu as entre ton mobile et C'est ça. C'est une extension de l'abonnement C'est ça. qui est virtualisée par une eSIM qui est C'est ça. transportée sur la Watch. Quand j'appelle avec la montre, j'appelle comme si c'était mon téléphone qui appelait avec ma SIM. Donc je n'ai rien à télécharger. Tout se configure automatiquement. C'est juste de bien penser à redémarrer le téléphone. La montre, pardon. Redémarrer la montre. Tu redémarres ta voiture après. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Donc un très bon retour d'expérience pour l'instant. D'accord, très bien. Eh bien, c'était une belle nouveauté, c'était un beau cas d'usage et merci de nous avoir présenté ce petit tuto-là. Alors, on enchaîne. Maintenant, on arrête de parler de Watch un petit peu. Ouais. On va parler un peu plus politique quand même, mais toujours dans l'environnement de la tech, puisqu'on va parler notamment de projets du gouvernement autour de la collecte de la TVA. Titre de news que j'ai traduit par les bons plans chinois, c'est fini maintenant, c'est bientôt fini plutôt. Alors c'est fait suite en fait à une annonce, un effet d'annonce surtout qu'a lancé Gérald Darmanin, donc le ministre de l'économie, qui a fait suite à une visite qu'il a faite chez Amazon. Et il a déclaré en fait qu'il voulait mettre en place un nouveau système pour collecter la TVA, notamment pour contrer toutes les fraudes qui ont lieu par l'intermédiaire des marketplaces qu'on peut trouver sur Amazon, entre autres, mais pas que, AliExpress, Cdiscount même ils ont ça, et d'autres sites, Rakuten, enfin il y en a plein qui font ça. Puisqu'en fait, vous le savez, j'imagine, vous avez tous plus ou moins commandé sur des stores en Chine ou des marketplaces qui sont en fait des vendeurs chinois, qui du coup vous vendent des produits moins chers, mais ils sont moins chers souvent parce qu'il n'y a pas la TVA qui est appliquée dessus. Donc vous fraudez vous-même à la TVA. Du coup, pour solutionner ce problème, le ministre a souhaité intégrer ça. Alors la solution qu'il propose, c'est pour faciliter cette collecte-là, plutôt que de le gérer comme ils font d'habitude au niveau de la douane, oui, qui n'arrive pas à gérer au niveau de l'entrée sur le territoire, voilà. Il propose de le gérer par l'intermédiaire de ces plateformes-là. Donc en gros, le principe, c'est d'obliger ces e-commerçants, les opérateurs des plateformes de marketplace, de procéder à la collecte de la TVA, en tout cas de s'assurer qu'il y a bien eu le paiement de la TVA. Alors c'est un peu bizarre, pour plein de raisons. Déjà parce que ça délègue en fait, ça transfère cette gestion-là à des acteurs privés, alors qu'à l'origine c'est le but du public, et notamment de la douane de collecter tout ça. Mais il s'appuie sur un système existant en Angleterre, en disant que ça marche très bien en Angleterre, mais parce que eux ils ont la culture de faire ça depuis très longtemps. Déjà c'est une île, oui. donc pour rentrer sur l'île, c'est plus facilement en fait lisible au niveau des frontières. En France, en fait, dans l'espace Schengen, au niveau européen, souvent, en fait, quand des produits comme ça étrangers rentrent sur le territoire, ils transitent par d'autres pays de l'Europe sur lesquels ils sont déjà censés être traités au niveau de l'entrée sur le territoire et au niveau de la taxe et de la douane. Sauf que la plupart du temps, les vendeurs chinois sont assez malins pour faire transiter ça par des transporteurs qui, eux, vont passer par les bons pays qui sont peu regardants sur la collecte de la TVA, notamment la Pologne. Et c'est un chemin hyper connu, c'est-à-dire que sur Gearbest ou AliExpress, la plupart du temps, tu choisis les bons transporteurs et tu sais qu'ils font transiter ça par route et par train. Ça atterrit en Pologne, une fois que c'est passé en Pologne, ça transite en Belgique et ça revient en France, et dès lors que c'est passé par ces pays-là, c'est pas contrôlé en fait. D'accord. La France estime que c'est déjà dédouané quelque part, que ça a été mis en place. Voilà. Alors, derrière ça se cache la volonté de collecter plus de thunes, évidemment, puisque la perte estimée est de l'ordre de 200 millions d'euros par an environ pour l'État français, Oui. sachant que la mise en place est estimée pour 2021. Voilà. Mais on n'a pas de détails sur quels seront les moyens, notamment pour aller contrôler que les e-commerçants mettent ça en place, et surtout quels sont les moyens légaux pour les obliger à le faire. C'est ça. Est-ce que c'est des pressions? Est-ce que ça va être des lois? Il n'y a pas tout ça. Est-ce que c'est faisable aussi, ce qu'ils vont demander?
Bah, ils vont voir ça. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais détailler là-dessus. Il faut savoir que la TVA, ça reste quand même quelque chose qui est très important en France et qui est très utile parce que la TVA, donc c'est une taxe, donc on peut toujours avoir se dire ah, encore taxé, ça fait chier, etc. Il faut savoir quand même que la TVA, c'est ce qui va financer la plupart des moyens de l'État. Et dans les moyens de l'État, on va penser aux écoles, aux hôpitaux, au système de soins, la justice, les routes, etc. Donc c'est pas rien. C'est en gros, alors je l'ai noté pour rigoler comme ça, mais c'est quand vous payez pas votre TVA, il y a une classe qui est supprimée ou une infirmière qui fait du surmenage. Mais c'est vrai, quelque part c'est vrai. Et en fait, le fait qu'on ait toutes ces marketplaces et le fait que maintenant on commande beaucoup plus facilement en Chine, quelque part on a une... oui, moins les hôpitaux. On me dit dans la chatroom sur Twitch en live là que les hôpitaux. Oui, mais c'est vrai que les dépenses publiques maintenant sont moins réparties pareil. Mais globalement, c'est le budget de l'État qui est impacté par cette TVA. Alors, qu'est-ce que je disais oui, on a plus tendance maintenant en fait à commander en Chine sans se soucier de ça en fait. On voit plutôt le prix en disant bah c'est moins cher et on a beaucoup moins peur également de commander en Chine maintenant. Les plateformes AliExpress, Gearbest, etc. sont maintenant de confiance. En fait, on a tous déjà au moins franchi le pas. La première fois, on a peur. C'est vrai. Et après, une fois que tu as un ami qui te dit c'est bon, je l'ai fait, il n'y a pas de problème, j'ai acheté mon truc là-bas, mon téléphone, ma trottinette, mon truc est pour beaucoup moins cher qu'en France, évidemment, ça fait envie. En plus, des systèmes de garantie, s'il y a moins de soucis, vous êtes un litige, et généralement, en plus, ils tranchent plutôt en votre faveur, donc ils vous demandent pas de renvoyer le colis ou autre, donc c'est vraiment incitatif, hein. Ils font ça très bien, effectivement. Voilà. Alors, évidemment, transférer ça à des acteurs privés pour contrôler ça, ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est que c'est un véritable aveu d'échec du fonctionnement des douanes françaises. Donc ça veut dire que l'État français, et notamment les douanes, n'ont pas les moyens pour suivre, les moyens humains et techniques, parce que c'est pas qu'une question d'hommes, c'est aussi être capable de suivre en fait toutes ces technos-là et de s'équiper comme il faut pour les suivre. Ils n'ont pas ces moyens pour contrôler tout ce qui arrive. Et en fait, c'est un aveu d'échec en se disant, ben, on n'est pas capable de le faire, donc tant pis, on va aller chercher d'autres gens qui vont être plus capables de le faire que nous, et ça va être ces acteurs privés-là, ces opérateurs de plateforme de marketplace. Alors c'est vraiment bizarre comme démarche, mais qu'est-ce qui va se passer derrière ça? C'est que si on oblige ces acteurs privés, eux, bah, fondamentalement, le coût que ça représente, ils vont le répercuter sur les produits. Ils vont le répercuter sur les produits, alors directement forcément pour ceux qui n'auront pas la TVA appliquée, ils vont l'appliquer, donc du coup ça fera augmenter ces prix-là, mais là on redevient, on va dire, dans le fonctionnement normal, mais même les produits en fait qui sont déjà soumis à la TVA, ils vont forcément recevoir un impact de prix parce que contrôler l'ensemble des produits sera de toute façon un droit, un coût supplémentaire pour opérer sur la plateforme là. Déjà pour développer tous les moyens techniques pour contrôler ça, plus toute la partie gestion en interne, qu'ils aient eux en interne des acteurs qui viennent contrôler tout ça, donc ça va forcément augmenter leur coût de fonctionnement derrière. Donc c'est pas la solution idéale non plus. Et il y a pire que ça, c'est-à-dire que si on oblige ça en France, en fait, sur les opérateurs qui ont pied ta terre en France, Amazon par exemple, quand tu vas commander sur Amazon.fr par le marketplace, qui est en fait un vendeur chinois, tu vas pouvoir contrôler ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, si tu commandes directement sur AliExpress en Chine, ils ne peuvent pas contrôler ça. Donc qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Tu vas avoir un déséquilibre entre les acteurs. Ça va renforcer même le déséquilibre. Exactement. Ça va renforcer en fait les acteurs étrangers, donc AliExpress et Gearbest et autres, Banggood et tout ça. Et du coup, tu auras plus tendance à aller consommer directement là-bas plutôt que sur les opérateurs qui sont en place. Donc la solution n'est pas idéale et elle risque de créer plus de mal que de bien en fait, notamment dans la concurrence au niveau de ces marketplaces-là. Tu disais au niveau de la douane, mais dans ce que j'ai compris, même sur la douane, lorsqu'ils arrivent à détecter les colis, parce que vu le volume c'est énorme, mais quand ils arrivent à les voir, parce qu'ils voient passer les petits paquets noirs ou autres, s'ils détectent que c'est un produit qui est sûrement commandé sur un site étranger, ils vont aller faire en sorte de l'envoyer, donc ils vont devoir payer la poste pour aller l'envoyer, avec en contrepartie le fait de payer la TVA. Sauf que le client peut dire « Ah mais non, dans ce cas, moi je refuse le colis ». Et donc dans ce cas, ils ont payé la poste pour rien. La poste retourne le colis, il faut le renvoyer ensuite en Chine, et ça leur coûte plus cher en fait de faire ça que s'ils ne font rien. Donc à part sur vraiment des gros colis avec une forte valeur éventuellement, ils n'ont aucun moyen en fait d'agir efficace. C'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas plus que ce qu'il va rapporter. Donc le système est vraiment pas évident non plus pour la douane aujourd'hui. Oui, alors il y a plusieurs réactions en live sur la chatroom. On nous dit qu'effectivement c'est un peu facile de stigmatiser, notamment en parlant des infirmières en direct.
Mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'impact que ça a. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte. Quand on est derrière son écran et qu'on commande sur un site en Chine, en AliExpress par exemple, on se rend pas compte en fait des impacts que ça a derrière. Nous, on voit l'impact direct sur notre portefeuille, mais il y a d'autres impacts plus larges que ça. Voilà. Alors pour finir, il y a pas que la collecte de la TVA, il y a aussi tout ce qui va être les normes en fait, les normes françaises européennes, ça on le sait depuis très longtemps, commander là-bas, t'as pas les certifications et tu sais pas si le produit va bien fonctionner en fait chez toi. Donc il y a ça également. Alors il y a d'autres pistes aussi qu'on peut explorer et qui sont déjà en place en fait pour partie, c'est bon déjà il y a de donner plus de moyens aux douanes pour travailler ces sujets-là, donc plus de moyens humains et techniques, donc faire évoluer les systèmes de contrôle des douanes. C'est tout à fait possible. Une meilleure traçabilité de ces colis-là, c'est aussi possible avec des moyens de détection automatique. On parle de reconnaissance d'images, de caractères, tout ça. Il y a moyen, j'imagine, d'automatiser un maximum de process maintenant pour cibler les bons colis à aller analyser. Et puis après, il y a une autre possibilité qui est déjà en place, en fait, c'est que certains transporteurs font déjà ce travail-là. Et ils le font avec plaisir parce qu'en plus de collecter la TVA, donc ils procèdent au dédouanement, ils collectent la TVA, et en plus ils appliquent des frais dessus qui correspondent ni plus ni moins à leur marge à eux. Oui. Donc ils ont un bénéfice pour faire ça. En plus de transporter le colis, ils sont à même de collecter ça. Alors, il y a des DHL ou Chronopost qui font ça notamment, et du coup ça fonctionne déjà. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait obliger tous les transporteurs de ces colis jusqu'au dernier point de livraison à opérer sur cette partie dédouanement-là. Et là encore, ça veut dire qu'il faudrait améliorer, on va dire, toute la partie technique pour être sûr qu'on ait une bonne traçabilité de la présence des bordereaux de taxes et de meilleurs outils entre les douanes et ces transporteurs-là pour s'assurer que c'est bien suivi. Parce que c'est les gros, en fait, qui font vraiment ça et ceux qui ont les moyens de miser sur une infrastructure qui leur permet d'aller chercher ça. DHL et Chronopost, ce sont ceux qui ont vraiment une connexion avec l'État qui permet de suivre ça comme il faut. Voilà. Donc c'est pas aussi facile que juste appliquer ça sur les acteurs privés, et c'est un vrai problème de fond, et je suis pas convaincu qu'il y ait eu de solution miracle dans tous les cas. Donc bon, tiens, j'ai une petite image pour rigoler. Voilà. Image issue de minimachine.net d'ailleurs qui a traité très bien ce sujet-là. Mais c'était au moins pour vous sensibiliser sur ce problème-là et vous rappeler que la TVA ça reste quand même important. Et commander en Chine ça peut être bien, mais ça a un impact derrière. Et les marketplaces c'est pareil, faire attention évidemment là où on commande derrière. Ouais. Voilà, vaste sujet. Vaste sujet, je mais pense que ça va être très compliqué de trouver des lois pertinentes, en tout cas, qui couvriraient tous les cas. Et je pense que ça sera non, très je compliqué. pense pas que tu puisses couvrir tous les cas. Par contre, il y a une sensibilisation. Ah oui, il faut que je vous rappelle quelque chose quand même. C'est-à-dire que quand vous commandez directement à l'étranger, sur une plateforme à l'étranger, type AliExpress en Chine, je l'ai dit plusieurs fois, c'est à vous de déclarer la TVA. C'est-à-dire que vous qui avez déclaré le produit, la valeur du produit auprès des douanes françaises pour déclarer ça. Donc si vous le faites pas, en fait, c'est vous qui êtes en tort. Voilà. D'un point de vue légal. Ouais. Ah non mais oui, donc c'est pas forcément se couvrir derrière. Ah moi j'ai commandé là-bas, j'ai rien eu, pas pris tout ça. Non, ça fait partie de la législation et des douanes notamment. C'est à vous de déclarer ça. Et oui. Bon, ce week-end il y a eu un petit événement. 3 fois rien. Ah, un petit événement avec des gens, des amateurs qu'on a soutenus puisqu'on les a reliés sur notre chaîne. Le fameux Z-Event. Et tu vas nous en parler plus en détail. Oui, j'en parle rapidement en fait pour vous dire que donc ça fait déjà plusieurs, je crois que c'est la 3e édition qu'ils font du Z-Event. Donc c'est une opération qui réunit des stars de YouTube, de Twitch, de l'e-sport, qui ont joué à des jeux donc devant parfois plus d'un demi-million de spectateurs en ligne. Donc c'est assez fort en termes d'audience. L'édition 2018 avait permis de récolter un petit peu plus d'1 million d'euros, puisque le but c'est de pouvoir faire des dons pour une association qui est précisée à l'avance. Donc l'année dernière c'était Médecins sans frontières, et cette année, comme vous le voyez dans le titre, c'était pour l'Institut Pasteur. Donc ça a commencé le vendredi 20 septembre en fin d'après-midi, et ça s'est arrêté à 1h du matin, la nuit du dimanche à lundi. Donc une période assez courte. On l'a souvent comparé avec le Téléthon, on va dire, d'Internet et des joueurs en ligne. Et donc pendant en gros 54 heures, on a une cinquantaine de joueurs qu'on va qualifier de populaires qui se sont succédés devant les caméras de l'événement qui était organisé à Montpellier. Donc moi je trouvais que c'était très bien, c'était pas un événement sur Paris, bon c'est bien de décentraliser un petit peu. C'est vrai.
Et donc dans ceux que j'ai notés, parce que c'est dans les plus connus, il y en avait bien sûr d'autres. Il y avait Gotaga, il y avait Jiraya, il y avait Squeezie, il y avait le joueur du grenier ou encore Antoine Daniel qui se sont succédés durant les 54 heures de live. Donc on a donc un événement qui a marqué un record puisque au niveau de stream caritatif, le plus important qui avait été récolté jusqu'à présent, c'était aux États-Unis pour la GuardianCon de 2019 où ils avaient récolté 3,4 millions d'euros, mais aux États-Unis avec une population quand même bien plus importante que la nôtre. Le territoire est beaucoup plus grand, Voilà. c'est clair. Et là, cette année, ils ont réussi à faire 3,5 millions pour l'Institut Pasteur, donc en dépassant le record américain. Donc félicitations, et ça a été relayé pas mal dans les médias. Je trouvais que c'était bien parce qu'il y a quand même souvent du bashing sur la partie jeux vidéo, voire de ridiculiser la partie e-sports alors que vous faites pas plus de sport en regardant l'e-sport qu'en regardant un match de foot depuis votre canapé. Donc c'est souvent décrié ou autre, et on voit que ça peut mobiliser pour des causes, et ça peut rapporter concrètement de l'argent pour des causes. Donc je trouvais que c'était très intéressant, et il me tarde de voir la suite parce que on va peut-être avoir un nouveau mode de financement comme ça, d'œuvres caritatives ou autres, via ce qu'on peut appeler peut-être de l'e-sport, mais en tout cas du stream live de différentes plateformes de type YouTube ou Twitch. Donc moi je trouvais ça très intéressant. Oui, alors il y a eu pas mal de confusion autour du e-sport ou du gaming. On est vraiment. Voilà. Bon, après, c'est la presse, évidemment, pas spécialisée qui parle de ça. Donc, oui, on est plus dans le gaming. Il y a quelques stars de l'e-sport dedans, mais on est plus pour dans ça. l'univers du gaming. Après, on fait souvent l'amalgame Twitch, e-sport, etc. Mais c'est un bel événement. Ça montre qu'il y a effectivement une belle communauté capable de soutenir ça, que derrière, il y a des moyens quand même. Et un demi-million, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une audience équivalente à une chaîne de la TNT. Donc le Twitch Gaming, il y a du monde quand même derrière. Donc en plus de démontrer la capacité à aller chercher pas mal de collectes de dons, c'est aussi montrer qu'il y a de l'audience aussi derrière. Et je pense que ça va ouvrir d'autres portes, ce genre de sujet. Ouais, je pense que ça ouvre en tout cas la voie, et ça ouvre la voie des nouveaux types de financement via le streaming, on va dire. Exactement. Ouais, exactement. Et je trouve ça forcément très intéressant parce que ça me paraît beaucoup plus direct, en tout cas en termes de mode de fonctionnement. On voit directement les personnes, donc je trouve ça plutôt bien. Bah, c'est le Téléthon du futur, quelque part. C'est-à-dire que Mais oui, clairement. Peut-être que pour une population plus jeune, ça sera le format du Téléthon de demain. En tout cas, c'est vachement bien de faire ça, et le résultat est là. C'est inespéré. Et on nous pose la question de savoir si c'est des promesses de dons comme pour le Téléthon ou des dons directs. Et moi, dans ce que j'ai vu, ce sont des vrais dons directs faits en live. Donc on est certain d'avoir les sommes, en fait. Enfin, si les personnes sont soldables. Oui, c'est ça. Oui, on a une ninja, effectivement, qui est venue faire un don de 26 000 $. Ce qui est pas mal. Il a fait coucou, je suis là. C'est ça. Bon, il peut se le permettre, après le transfert qu'il a eu avec Microsoft chez Mixer. Chez Mixer, là. Je pense qu'il a touché un très beau chèque. C'est une paille pour lui. Mais en même temps, ça a marché. Ouais, ça marche. Oui, il a ramené pas mal de monde. C'est vrai, ça marche. Allez, on avance, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle quand même. Crac, une croix dans le bingo. On va parler de Descript en français, qui est en gros un correcteur vocal pour podcast. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un outil pour podcasteurs, donc par l'intermédiaire d'une application web, qui met en avant plusieurs fonctions intéressantes. Donc d'abord, évidemment, tout ce qui va être enregistrement, transcription, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va partir depuis le départ. Voilà, tu vas pouvoir constituer en fait ton podcast en live, donc tu vas pouvoir éditer des documents en live. Donc là on va retrouver le fonctionnement de Google Docs, là il n'y a rien d'exceptionnel. Mais tu vas surtout pouvoir travailler à l'édition en plus. Donc une fois que tu as l'enregistrement qui est fait, tu vas pouvoir travailler à éditer ton contenu audio en live de manière collaborative. Pas mal. Tu vas pouvoir faire de l'enregistrement multipiste. Donc ça veut dire que chaque intervenant pourra enregistrer sa propre piste séparément avec son flux audio, et du coup tu pourras d'ailleurs retravailler l'audio pour mettre en avant, remonter les volumes, équaliser un petit peu tout le monde, couper le son de bruit de quelqu'un, etc. Donc tu vas pouvoir retravailler tout ça, ce qui est assez pratique quand tu fais de l'enregistrement de podcast en audio. Mais alors la fonction la plus intéressante qui est en avant, c'est donc il y a la transcription en live déjà. Donc, il y a une petite animation qui va apparaître. Donc quand tu parles, tu vois, donc ça fait la transcription, donc ça te met en texte directement le podcast. Donc tu vas pouvoir avoir ton contenu texte, et là tu vas pouvoir venir éditer ton texte
Et l'édition de ton texte, en fait, va venir modifier le contenu audio de ton podcast. Ça, c'est fort. Alors la fonction s'appelle Overdub. Wow. Et du coup, tu peux aller regarder sur leur page web, donc sur Describe. Tu vas pouvoir aller voir, Described, pardon. Tu vas pouvoir aller tester ça. Donc tu as une phrase là, tu vois, I should probably get in shape this year. Et en fait, tu peux modifier une partie du texte et ça va reconstruire un flux audio avec la phrase que tu as tapée. Donc tu changes le contenu, tu le refais derrière. Alors derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Évidemment, de l'intelligence artificielle. Et on en a parlé à plusieurs reprises, puisque c'est ni plus ni moins que l'usage qu'on en a vu dans les deepfakes, alors deepfakes vidéo et audio, mais appliqué à un vrai cas d'usage intéressant. Voilà, pas que pour faire des faux discours, des fakes et des mèmes sur Internet. Là, on applique à un cas qui va être très intéressant. Alors, ils ont 2 offres de services que je vous affiche là. La première, c'est-à-dire que y a une offre gratuite qui est intégrée dans la souscription, donc il y a un paiement derrière, c'est tout frais comme service, qui permet en fait de faire la correction automatiquement du texte. Alors c'est hyper intéressant parce qu'en plus il détecte qui c'est qui parle et du coup tu corriges la voix de celui qui parle en fonction, donc tu fais du transfert de style, c'est-à-dire que il va réutiliser vraiment la même voix avec les mêmes intonations, le même style, etc. Et du coup, ça applique en fonction de qui parle dessus. C'est hyper intéressant. Et ils ont une autre offre manuelle où c'est un humain chez eux qui intervient pour faire ça, mais du coup, payant. D'accord. Et tu sais s'il faut l'entraîner avec en lisant un long texte avant avec des mots-clés pour que ça puisse tourner, il doit sûrement avoir quelque chose. Alors oui, alors il y a plusieurs choses. Il va reconnaître ta voix parce que déjà au fur et à mesure que tu vas parler dans ton podcast, il va aussi entraîner par rapport à ça. Mais tu as une étape de vérification parce qu'ils veulent se protéger du fait que leur plateforme devienne en fait une plateforme à fake. C'est-à-dire que tu pourrais en fait envoyer la voix de n'importe qui et modifier le contenu pour dire je fais un nouveau discours de Barack Obama avec tout n'importe quoi. Et du coup, ils veulent authentifier le fait que c'est bien toi qui publie ta voix. Donc en fait, ils vont procéder à un système de reconnaissance en disant, j'imagine, lis un certain texte que je te génère pour certifier que c'est bien ta voix à toi. Lecture imposée pour être sûr qu'on retrouve bien... Que tu n'envoies pas le discours de quelqu'un d'autre. Oui, alors j'ai pas pensé à ça, mais effectivement, c'est le détournement aurait pu être intéressant. Ils y ont pensé dans leur plateforme et ils mettent ça en avant. Ils expliquent bien que ils ont fait attention à ça pour justement ne pas être une plateforme de fake. Oui. C'est beau de voir un véritable usage en fait sur quelque chose qui habituellement fait peur et qui est plutôt décrié en disant attention, c'est terrible, on ne pourra plus se fier au discours qu'on entend à la radio ou autre puisqu'on arrive à détourner les voix. Alors il y a 2 choses intéressantes, c'est que c'est effectivement l'union d'un outil pour podcasteurs. Et on a de plus en plus d'outillage comme ça qui se développent autour du podcast. Et globalement, on va dire, parce qu'il y a de l'argent derrière le podcast, on s'en rend compte, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de plus en plus d'écoutes. On voit Spotify qui rachète à tour de bras différents outils autour du podcast. Donc ils arrivent sur un marché qui est clairement mature, qui est prêt, avec une proposition de valeur intéressante. Et surtout avec des technos qui arrivent avec une vraie application concrète derrière qui est hyper intéressante. Alors ils vont jusqu'à proposer derrière l'édition vidéo. Donc sur le même principe, sachant qu'ils vont pas faire de la génération vidéo. Là pour le coup, ils vont être capables tu leur envoies une vidéo, tu as la transcription texte, et quand tu édites ton texte, ça va automatiquement faire les coupures dans ta vidéo. D'accord. Ok. Voilà, donc par contre, ils ne reconstituent pas le mouvement des lèvres. Non, là, ils ne vont pas refaire la génération, ils vont juste faire les coupures comme il faut. Audio. Ils ont une petite démo là-dessus, donc là, ça serait plutôt pas mal, tu vois, pour monter un épisode de Beats. T'envoies ça, tu coupes les phrases au milieu, tac, 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 et puis t'as ton épisode qui est déjà monté. Ce serait marrant. Voilà, alors évidemment, pour l'instant, c'est qu'en anglais. Mais a priori, j'imagine, avec un petit peu d'entraînement, ça serait applicable dans d'autres langues. Ça serait, je trouve, hyper intéressant. Fort. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vraiment super intéressant. Alors, on va parler maintenant d'un véhicule de folie. Ah oui. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de pilote d'essai dedans. Ah, c'est la question que je me suis posée. Mince. Donc, c'est l'USA Force qui a publié cette vidéo-là, qui nous montre un véhicule, donc sur rail, je précise, qui arrive à aller à une vitesse de 10 600 km/h. Alors, moi, 10 600 km/h, présenté comme ça, je me dis, waouh, ça paraît beaucoup, mais c'est beaucoup de combien? Donc, en gros, ça s'est déplacé à Mach 8,6, soit donc à peu près 8,6 fois la vitesse du son. Et là, on s'y... Ah ouais, 8,6 fois la vitesse du son, effectivement, c'est pas rien. Donc c'est le 6 septembre dernier, je vais vous mettre la petite vidéo, vous allez voir, on ne voit rien. On voit juste un flash. Sur la page Facebook en fait, de l'US Air Force, on a une vidéo qui a été publiée avec
vidéo qui est diffusée là. Je vous ai fait un petit gif rapide, mais avec un véhicule sous forme de train en fait qui se déplace à une vitesse donc de 8,6 fois la vitesse du son. Donc ils l'ont fait en vitesse, donc là c'était en vitesse réelle. Je vous le mets ils l'ont mis en un demi et ensuite un quart, donc je vous le montre en un quart. Et là on voit de suite que on ne voit toujours rien en fait, à part qu'on voit un peu mieux le flash lumineux. Les étincelles, truc de Donc fou. c'est impossible de voir quoi que ce soit, ça va beaucoup trop vite, donc même à un quart de la vitesse, on n'arrive pas à capter le véhicule, donc on ne le voit pas. C'est impressionnant, je vous le mets une dernière fois, parce que vraiment, quand on voit la fumée, quand on voit le flash lumineux quand même sur ce qui s'est passé, j'essaye de vous donner une petite comparaison quand même. En comparaison, je sais pas si vous avez entendu le projet d'Hyperloop, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Beats. Juste pour vous donner une échelle de comparaison, ils sont à 1200 km/h. Donc là, on est à 10 600 km/h. Et Hyperloop, c'est déjà extraordinaire en termes de vitesse. Je ne parle pas de la vitesse du TGV, évidemment. Sur cette technologie-là, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, ça serait, parce que la question c'est quelle est l'utilité, bien sûr, de ne pas transporter des organismes vivants à l'intérieur, parce qu'en termes de jet, là, ça va Imagine, t'as faire une quelque vache chose. qui traverse. Moi, je pense, oui, voilà. Effectivement, je pense qu'on retrouverait pas grand-chose. Et si on met quelque chose à l'intérieur, à part une soupe, je vois pas trop ce qu'on pourra récupérer à la sortie. Ouais. Donc, ce serait plutôt dans les hypothèses qui circulent, ça serait pour pouvoir envoyer à très grande vitesse du ravitaillement sur des fronts, parce que quand même aujourd'hui les guerres sont des guerres logistiques, donc les rares guerres où on amène des troupes au sol, le cœur de la guerre est dans la logistique pour pouvoir amener le ravitaillement pour ces troupes-là. Et donc une des questions serait, est-ce que c'est pas pour pouvoir permettre un ravitaillement extrêmement rapide des différentes troupes pour pouvoir comme ça agrandir les différentes zones d'action? Ouais, mais C'est ce qui a été évoqué. c'est sur rail le Ouais. principe. Donc, les mecs, ils vont construire tous les chemins de fer C'est ça. sur le truc de guerre. Ouais. Attendez, bougez pas, on construit. Après, on fait la guerre, les gars, bougez pas. On n'est pas sur de la blitzkrieg pour reprendre les termes, mais on n'est pas sur de la guerre rapide et puis on s'en va très rapidement. On n'est pas sur une intervention spéciale, on est plutôt sur de la guerre qui vient, qui reste plusieurs années, et donc effectivement ça pourrait s'expliquer à ce moment-là. Est-ce que ça serait pour relier des bases américaines sur des rails? Est-ce que des rails d'ailleurs ont besoin d'être adaptés pour supporter la vitesse? Donc on n'a pas encore tous ces éléments-là. Oui, parce Donc, que c'est à l'air libre en plus. Hein, c'est pas ça. dans un Oui, tunnel, on n'est pas dans un sous vide, tunnel tout ça. comme Hyperloop ou autre. Mm. Donc c'est vraiment C'est assez fou, extraordinaire en termes de capacité. Donc voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais il me tarde de savoir quel est l'usage qui justifie les investissements qui ont été nécessaires pour développer cette prouesse-là. On n'a pas pas idée de la thune que ça a Non. pu coûter ce truc-là. Quand on voit tout le financement de Hyperloop, on se dit que ça a dû coûter une blinde. C'est assez hallucinant. J'aurais jamais. Enfin, t'imagines l'écart, il est colossal Ouais. par rapport à ce qu'on sait faire. C'est pour ça que j'ai essayé de vous ramener avec des comparaisons pour le matérialiser. Parce Ouais, qu'au bon. début, j'avais du mal à matérialiser la vitesse que ça représentait. On n'a pas une idée de la distance sur laquelle ils ont réussi à. Non, alors je l'ai pas trouvé, peut-être qu'elle y est, mais j'ai pas réussi à trouver sur quelle distance est-ce qu'ils ont réussi à réaliser ça, et je n'ai pas non plus d'informations sur le type de rail. Est-ce que c'est des rails de chemin de fer classique, ou est-ce que c'est des rails de chemin de fer renforcés? Par exemple, pour le TGV, pour atteindre le TGV en grande vitesse, il faut des rails adaptés. Ouais. Donc je suppose que les rails sont adaptés pour supporter ce type de convoi-là. Eh bien, bon, à suivre parce que Ouais. ça peut être un truc assez intéressant. Donc c'était une info flash, mais c'est qu'à de le dire. C'est ça. Bon, en parlant de nouveautés qui décoiffent, on va parler un petit peu d'une annonce qui est apparue puis disparue. C'est Google qui aurait annoncé atteindre la suprématie quantique. Alors c'est un papier qui a été publié sur le site de la NASA, puis retiré. Mais pourtant, le contenu a été récupéré par The Financial Times, qui a pu analyser un petit peu ce qui était publié dedans. Donc en gros, le titre de cette publication, c'était Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor. Publié par Google, donc, qui explique qu'ils ont réussi à atteindre la suprématie quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'aide d'un ordinateur quantique, ils ont pu réaliser un calcul beaucoup plus rapidement que, en tout cas, ne pourrait le faire un ordinateur classique. Donc ils ont précisé ça en disant, le cas d'usage sur lequel on s'est appuyé, c'est
la preuve du caractère aléatoire d'un certain nombre qui ont été produits par un générateur de nombres aléatoires. Suivez-moi. En gros, on a un truc qui fait des nombres random, et du coup, ils vont prouver derrière que c'est effectivement bien random, qu'il n'y a pas derrière une suite qui peut déduire et deviner quels sont l'ordre des nombres. Alors, ça peut sembler complètement anodin, mais c'est hyper important, notamment dans tout ce qui va être cryptographie et tous les algorithmes de chiffrement. On en reparlera après. Alors, il faut faire attention, on parle de suprématie quantique, mais c'est sur un seul cas d'usage, ultra précis, un calcul bien précis, et pas autre chose. C'est-à-dire que c'est pas demain qu'on va sortir un ordinateur quantique qui va être de suite beaucoup plus performant que tout ce que va pouvoir faire ton ordinateur classique. Et oui, on n'en est pas là. La comparaison autour de ces calculs-là, donc la preuve qu'ils ont réussi à sortir tiendrait dans 3 minutes et 20 secondes de calcul. Voilà, tranquille. Là où le plus gros supercalculateur du monde actuel, qui est Summit, aurait mis plus de 10 000 ans pour y arriver. C'est là où on voit l'écart qui est absolument gigantesque en fait. Voilà, donc l'écart est énorme, mais encore une fois, c'est sur un calcul bien précis. Si ça se trouve, pour exécuter Star Citizen, il sera toujours aussi pourri pour le faire tourner. Donc c'est pas ça qui va augmenter l'FPS à vos jeux demain. Mais voilà, alors si on rentre dans le détail en fait de cet ordinateur quantique, il n'est pas exceptionnel en soi, puisque la comparaison en fait du niveau de puissance des ordinateurs quantiques actuellement se situe sur le nombre de qubits, qui sont les unités, on va dire, de stockage de l'information qu'ils vont pouvoir manipuler. Là, on est sur 53 qubits, ce qui est bien, mais pas top. Il faut savoir que ça évolue régulièrement, suivant les différents constructeurs qui cherchent à produire des ordinateurs quantiques. Mais 40-50, c'est à peu près la moyenne que tout le monde arrive à atteindre aujourd'hui, et les plus performants arrivent à dépasser les 70. Google a déjà réussi à construire plus de 70, mais ils avaient des problèmes pour les stabiliser sur une durée suffisamment importante pour pouvoir exécuter des calculs. Que ce soit exploitable. Voilà. On parle de stabilité, on parle de plein de choses derrière. Donc là, 53, ils ont réussi à faire un truc assez stable pour faire des calculs sur une durée assez longue. Donc là, 3 minutes 20, pour un calcul quantique, c'est extrêmement long. Hein. La plupart du temps, c'est dans les quelques secondes pour pouvoir arriver à garder une stabilité. Mais là, c'est suffisamment stable, suffisamment longtemps. L'ordinateur s'appelle Sycamore. Voilà, c'est un lien avec je sais plus quoi d'ailleurs, une référence. Alors d'ailleurs, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est purement un effet d'annonce de la part de Google ? Parce qu'il y aurait une course derrière à qui ferait le premier ordinateur quantique suffisamment stable et exploitable pour aller dans des usages de production intéressants. Parce que si on regarde même, c'est 3 minutes 20 ou 10 000 ans, mais même si c'était 3 minutes 20 versus 4 minutes, ça aurait déjà été extraordinaire en fait. C'est que c'est la première fois qu'on aurait fait moins qu'un ordinateur, on va dire, classique, avec un ordinateur quantique. Oui, on arrive déjà à le faire, ça. On arrivait déjà à le faire, en tout cas théoriquement, mais la suprématie quantique, c'est arriver à faire un calcul par ordinateur quantique que les autres ordinateurs n'auraient pas pu faire. Et là, plus de 10 000 ans, on estime que c'est juste pas possible de faire tourner, d'aboutir. Donc c'est surtout pour moi, c'est surtout un effet d'annonce derrière ça, pour dire qu'on est arrivé. Il y a quand même quelques avancées, puisque il y a la durée sur laquelle ils ont réussi à stabiliser cet assemblage, cet ordinateur-là, qui est assez intéressante. Et alors après, il y a évidemment tous les autres concurrents qui sont montés au créneau, notamment, je crois que c'est IBM qui est concurrent là-dessus sur la course à l'ordinateur quantique, qui a annoncé que c'était un peu n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas créé un ordinateur, dans le sens où c'est un système générique capable de faire plein de calculs différents, mais qui serait plutôt focalisé sur une puce avec effectivement des phénomènes quantiques pour faire un calcul bien précis. D'accord. Oui, voilà. donc pas sur un ordinateur programmable avec plein de trucs, tout ça. Donc il se tire un peu la bourre, on sait pas vraiment, vu que le papier était retiré, on sait pas vraiment ce qu'il en est dans le détail. Mais voilà. Bon, affaire à suivre. Je voulais faire le lien avec cette actu-là et la publication, alors la republication d'un livre, d'un e-book même, qui est gratuit, par Olivier Ezrati, qui est autour de l'informatique quantique, dans lequel il va vous détailler sa démarche de l'analyse de l'informatique quantique actuellement. Donc ce livre-là, il a sorti déjà l'année dernière, en première version. C'est une version réactualisée dans laquelle il a quand même rajouté plus de 200 pages. Il a rafraîchi toutes les... Il y a énormément de trucs. C'est vraiment une bible. Alors c'est en français en plus. Hein. Ah bien. Donc il y a tout. Il y a vulgarisé l'informatique quantique. Donc ça va quand même dans le détail très technique, surtout très mathématique, mais aussi très physique, puisqu'on va parler d'états physiques derrière associés. Mais tout ça, c'est traité de manière très juste, très précise, dans une démarche de vouloir vulgariser ça.
Il y a aussi tout un catalogue autour de quels sont les domaines d'application, quelles sont les startups qui travaillent dessus, quels sont les groupes de recherche, etc., où on en est, où on va, etc. C'est vraiment énorme. Donc il y a plus de 500 pages autour de tout ce qui est autour de l'informatique quantique. Et pour vous montrer un petit peu dans quel niveau de détail on rentre, on est vraiment dans l'analyse de tous les phénomènes qui vont toucher à la mécanique quantique. Donc on va parler de superposition, d'intrication, de dualité onde-corpuscule, voilà, onde-particule, et tout ce qui derrière va impacter les calculs qui sont faits derrière. Donc on est vraiment dans l'explication, comprendre comment ça fonctionne, jusqu'aux algorithmes, jusqu'aux représentations mathématiques et jusqu'aux phénomènes physiques qui vont derrière. On va parler de la sphère de Bloch également, donc il y a tout ça. Et c'est intéressant parce que c'est écrit, c'est très dense, mais c'est écrit de manière lisible, et surtout, tu sens que c'est pas un... Enfin, c'est quelqu'un qui explique sa démarche de compréhension. Donc il explique que ça lui a posé problème, du coup il te donne des moyens pour comprendre ça, qui lui ont aidé à comprendre ça. Donc c'est assez bien amené, c'est très pédagogique, dans une démarche toujours de vulgarisation. Franchement, c'est un livre que j'avais trop envie de lire, mais il faudrait un temps conséquent, et surtout, il faut arriver à prendre le temps de bien comprendre tout ce qu'il y a dedans pour avancer là-dessus. Mais c'est ultra passionnant, et franchement, ce contenu de qualité-là, à un niveau comme ça, gratuitement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vraiment ça vous intéresse là-dessus. Voilà. Bon, on va revenir sur des choses un peu moins perchées, un peu plus terre à terre. On revient sur de la voiture, puisque on a une course en ce moment qui se tient. Porsche et Tesla qui se tirent un peu la bourre quand même. On a parlé de Porsche, d'ailleurs de la Taycan, il y a quelques épisodes dans un Beats précédent, puisqu'ils avaient battu le record sur le Nürburgring, donc ce fameux circuit ultra connu, mythique allemand. La Porsche Taycan avait battu le record pour les voitures électriques Grand Tourisme à 7 minutes et 42 secondes. Et alors là, Elon Musk est monté en disant nous, on va les pulvériser. Donc ils ont fait quelques tours déjà sur une Tesla Model S modifiée, un peu particulière pour l'occasion, où ils estiment avoir battu le record déjà de 20 secondes, et ils se disent qu'ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin, jusqu'à 40 secondes quand même, ce qui est énorme sur un circuit comme ça. Effectivement. Pour l'instant, il n'y a rien d'homologué. Autant la Porsche avait homologué ça avec le Guinness des records, autant pour l'instant Tesla, ils n'ont pas encore homologué avec les instances officielles. Mais ce qu'on a appris au passage, c'est qu'il y a un nouveau Model S, une nouvelle version de la Model S qui est sortie, qui a été adaptée pour ça, qui a notamment maintenant un nouveau groupe de propulseurs qui s'appelle Plaid. Donc c'est plus le mode, c'est quoi le dernier mode là, le Ludicrous, et maintenant c'est Plaid au-dessus, donc c'est encore pire. Qui a maintenant 3 moteurs intégrés dessus, plus un nouveau châssis adapté. Et donc là en fait on voit tout l'enregistrement des données de la Model S qui a tourné sur le circuit, avec les pics de puissance qui ont été mesurés. Donc on a des pics qui montent quand même à plus de 500 kW. Ah oui, c'est un truc de malade. Ouais. Donc autant te dire que là, l'autonomie, tu vas pas faire très longtemps, mais ça doit tirer méchamment dessus. Ouais. Donc on attend de voir le détail un petit peu de ce nouveau groupe moteur et ce nouveau châssis. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera appliqué, donc ça va être vendu derrière, d'abord sur la Roadster. Elon Musk a dit que ça sera appliqué sur les premiers modèles de Roadster, et après ça sera vendu en option sur les modèles S, sachant que ce sera une option à un tarif colossal. Forcément. Voilà. Je trouve ça vachement intéressant. Et comme quoi, on arrive encore à faire des progrès là-dessus, c'est un truc de fou. Bon, on va parler d'une petite innovation dans les jeux de plateau. Voilà, on va parler de Tilt 5, qui est un jeu de plateau holographique. Oui, monsieur, oui, madame. Alors c'est un projet Kickstarter qui a déjà passé le cap de sa campagne de financement, donc il est financé, il reste encore 33 jours. Et le principe c'est quoi? C'est un ensemble de lunettes connectées avec projection holographique pour pouvoir jouer autour d'une table avec un plateau sur lequel on va avoir des projections holographiques pour interagir. Donc je vous ai mis pas mal d'images. Donc l'idée c'est ça, c'est de se rassembler autour d'une table. Donc ces lunettes sont du coup des lunettes qui sont ouvertes, donc vous allez pouvoir vous voir à travers, en même temps avoir une projection dessus. Et on va retrouver des jeux de plateau. Donc il y a différents jeux qui sont proposés. Et il y a en plus de ça ce qu'ils appellent une baguette magique, donc qui est la télécommande, qui vous permet de contrôler une partie du jeu, mais aussi d'interagir avec des éléments du décor, puisque en fait le bout de la baguette va pouvoir rentrer en contact, donc c'est sensible avec certains objets qui vont du coup être pris en compte dans le jeu ou pas. Donc il y a une projection qui est faite sur le plateau, et il y a une interaction qui est faite via les lunettes et la baguette. Donc, pour voir le plateau, il faut porter les lunettes par contre. C'est les lunettes qui permettent d'afficher le plateau. Hein. Voilà. Donc, si tu n'as pas les lunettes, tu vois un carré blanc derrière. D'accord. Voilà. On est sur de la réalité augmentée? On est sur de la réalité augmentée.
Oui, avec un principe, alors ils appellent ça de projection holographique parce que tu vas avoir des effets de 3D qui vont se projeter sur la réalité, qui vont soit avoir des angles différents en fonction de là où tu te situes. Ah d'accord. Donc il suit en fait la positionnement du casque pour afficher. Et surtout, chaque en fait joueur va pouvoir avoir un angle de vision et un jeu différent également. Donc, tu vas pouvoir partager certains éléments, mais pas tout. Ah, très bien. L'exemple pris, c'est que tu vas faire des jeux de rôle, donc tu vas faire du Donjons et Dragons, et le Game Master va avoir du coup une vision différente, plus complète de ce que va avoir chacun des joueurs de son côté. D'accord. Ah oui, intéressant ça. Alors du coup, tu vas avoir... donc c'est le plateau, donc tu as des plateaux qui sont rendus comme ça, voilà, en cadre, tu les connectes avec ton téléphone sur les lunettes, et hop, tu les portes, et crac, tu vois la projection dessus. Ah oui, ok. Donc ça marche plutôt pas mal. Il y a plusieurs modèles de plateaux qui vont mettre à proposition, donc des rectangulaires, des grands, des plus petits. Voilà, donc là tu vois la projection qui est faite c'est à travers les lunettes. C'est impressionnant quand même. Hein. Voilà, donc entre les images que tu as vues au début, où tu vois une vraie 3D, et ici tu vois quand même déjà une différence, on est un peu plus dans... T'as un peu moins de relief, un peu plus de flat, mais il faut s'imaginer que là on est filmé avec une caméra, derrière les lunettes tu auras quand même la vision 3D stéréoscopique avec tes deux yeux. Ah, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a plusieurs jeux qui sont là-dessus. Tu vas avoir également des modes plus solo. Tu vas pouvoir jouer à des jeux tout seul. Donc là, tu as des jeux de voiture qui apparaissent là-dessus. Donc là, je vois pas l'intérêt fondamental. Quelle est la plus-value ? Voilà, tu as la plus-value. Donc tu joues avec une main dans une télécommande. Là, tu vois, tu as ta baguette magique. Pour contrôler un jeu de bagnole, je suis pas sûr de l'intérêt de la chose. Mais ils vont quand même proposer ça, au moins pour que tu puisses utiliser le jouet quand tu es tout seul. C'est aussi parce qu'ils vont proposer un pack dans lequel tu n'auras qu'une seule paire de lunettes et qu'une seule commande. Pour avoir un tarif d'entrée de gamme sur Kickstarter assez abordable. Après, ça peut être intéressant pour faire une télé d'appoint sans avoir acheté une télé et qu'on peut positionner un peu partout. Ouais, mais pour jouer, hein, j'entends. Ouais, mais dans ce cas-là, tu prends un casque fermé. T'as pas d'intérêt à ce que ce soit ouvert. Tu prends un Oculus Go ou comme ça. Ouais. Et là, tu peux consommer du contenu immédiat. Là, on est plutôt dans... ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est que tu vas pouvoir jouer à plusieurs en fait, ensemble autour d'un plateau. C'est vraiment dans du jeu de plateau. C'est pour ça que le mode solo, ça me paraît pas le plus intéressant là-dedans. Voilà. Et donc, ce que je te parlais, c'est la perspective différente. Tu vois, donc tu vois, tu as un brouillard, t'as un brouillard de guerre où tu n'as pas exploré toute la zone encore. Et des Master qui voient tout avec les fiches, tout ça, machin. Le maître de jeu qui voit tout ça, évidemment. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et ils ont bien réfléchi en fait tous ces usages-là. Voilà. Donc il y a plusieurs paliers, je vous ai pas mis tout le détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le premier kit en fait est accessible à partir de 299$, dans lequel tu vas avoir évidemment un petit plateau, donc rectangulaire, qui n'est pas étanche, protégé, plastifié, etc. Avec une paire de lunettes, la baguette magique et des cartes, puisque tu as des cartes type carte réalité augmentée, pour pouvoir interagir avec le jeu. Tu as aussi des dés, hein. Ils prennent en compte les lancers de dés avec des dés connectés, tout ça, ouais, c'est pas mal. T'as un pack à 359$ avec t'as un peu plus de choses, donc un plateau plus grand, carré, qui est étanche, bien protégé, tout ça machin, le SDK et tout, enfin t'as plein de trucs. Et là-dedans, je sais plus si t'as qu'une seule paire de lunettes encore. Donc si tu veux commencer à jouer à plusieurs, tu vas arriver de suite très cher, 879$, oui monsieur, pour 3 paires de lunettes et 3 baguettes magiques. Donc ça pique un petit peu, mais ça reste quand même plus abordable que des équivalents dans d'autres technos. On pense au HoloLens, mais c'est ça, ou autres casques de réalité virtuelle. On est quand même du coup moins cher. Et toi, ça te semble réaliste en fait qu'ils arrivent à sortir cette techno-là pour ce prix-là ? Ça, non, parce que ça, on est clairement dans de la plaquette commerciale machin. Mais là, on est de suite, tu vois que tu es un peu plus dans un truc appliqué. Très sincèrement, j'irai pas soutenir le projet sur Kickstarter. Par contre, je vais le suivre pour voir après les tests par rapport aux premiers gens qui vont le recevoir et qui vont en faire un retour derrière. Leapmotion Voilà, c'est exactement ce que je vais dire. Il y a eu trop de désillusions autour de tout ce qui est autour des technos holographiques, réalité augmentée, etc. pour se jeter sur un projet comme ça. Mais je trouve ça intéressant et si on compare ça avec ce qui se fait notamment chez HoloLens ou les autres technos, le tarif est pas déconnant, on est sur moins compliqué, plus restreint, plus maîtrisé, mais ils ont vraiment travaillé le cas d'usage autour du jeu à plusieurs autour d'une table. Donc j'attends de voir, je vais suivre, je vais pas me jeter dessus. Ça c'est certain. Les premières livraisons se feront à partir de juin. Alors il y a des premières livraisons à partir de février 2020 parce qu'ils ont un niveau pour les bêtas qui pourront être livrés pour certains soutiens mais qui sont déjà épuisés. Donc on pourrait avoir des premiers retours à partir de février 2020. Sinon les livraisons pour la plupart des backers se fera à partir de juin 2020. D'accord, voilà, c'est pas si longtemps que ça. Voilà, c'est pas si longtemps que ça, donc à voir. Pas pour ce Noël, mais pour le prochain peut-être.
Allez, on termine sur une annonce de Xiaomi, puisqu'ils ont annoncé, ils ont fait leur keynote avec plein de devices qui sont annoncés également. On va en retenir un téléphone qui est un peu n'importe quoi, on va le dire d'entrée de jeu, le Xiaomi Mi Mix Alpha, sobrement intitulé Trop d'écran, tue l'écran, puisqu'ils ont ni plus ni moins annoncé un écran qui fait 180,6% de couverture totale de la surface du téléphone, ce qui ne veut strictement rien dire, hein, mathématiquement parlant. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une technologie de ce qu'ils appellent surround display, puisqu'il fait le tour du téléphone. Il est devant et il est derrière. C'est en fait un téléphone qui est enroulé dans un écran. C'est juste n'importe quoi. C'est l'impression que c'est on peut faire plus, nous on va faire plus, c'est parti. Voilà. Donc il n'y a pas de bouton, c'est que des zones tactiles avec un système haptique, donc un retour haptique quand tu touches dessus. Il y a des infos, tu vois, affichées sur la tranche avec ce qu'on peut retrouver sur les Galaxy Edge à l'époque et puis les derniers. Donc c'est n'importe quoi. Il y a évidemment pas de coque, hein, tu peux pas mettre de coque là-dessus, sinon tu masques l'écran. La seule partie non tactile, non affichable, enfin il y a plusieurs parties. Il y a le haut et le bas du téléphone et la bande là, avec les capteurs photo. Il n'y a pas de capteur photo à l'avant, voilà, donc il n'y a pas de trou, pas de pinch, pas de hole, pas de tout ce que tu veux, pas de notch, pas de capteur sous écran, non, il y a juste des capteurs derrière pour la photo, mais il y en a 3 quand même. Un capteur 108 mégapixels. Oui, pareil, 108, un truc énorme, celui qui est tout en haut, là tu le vois. Un grand angle 20 mégapixels et un téléobjectif 12 mégapixels. Un truc énorme. Et puis surtout, la bande là, elle est en céramique, donc pareil, ils ont travaillé cet aspect durci pour ça. Mais tout le reste, ça reste un écran qui est ultra méga fragile quand même. Il faut que ça tombe sur la bande. Il faut que ça tombe bien pile poil, faut pas que ça tombe. Voilà, donc à la base, c'était un concept qu'ils voulaient mettre en avant, mais finalement, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient le commercialiser d'ici fin décembre. Pour la modique somme de à peu près 2 Apple Watch céramiques, puisque 2500 €. Donc c'est juste énorme, c'est juste n'importe quoi. Alors sachant que derrière ça, là tu vois les belles photos rendues presse, super belles, tout ça machin. Quand tu as la prise en main réelle, puisque nos confrères de Frandroid ont eu l'occasion de la prendre en main, tu te rends compte que c'est quand même énorme et c'est pas forcément hyper pratique. C'est qu'en plus le format d'écran il est immense. C'est immense et en plus c'est hyper épais. Tu vois le truc ? C'est pas non plus hyper pratique. D'accord. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Alors derrière, quand tu le prends par l'air, mais c'est un livre en fait. Ben, c'est ça fait un peu le livre. Donc c'est une belle démonstration technologique. Ouais. Ils sont allés au bout du concept à en faire un produit commercialisable, utilisable. Par contre, est-ce que ça va vraiment toucher un public particulier ? Franchement, je pense pas. Enfin, je vois mal comment manipuler ça. T'as trop, tu sais pas comment le prendre. Je pense t'as trop peur de l'abîmer. On a perdu le cas d'usage en fait. On est dans la démonstration technologique, mais il n'y a pas de cas d'usage derrière. Alors, si le truc qu'ils ont mis en avant, c'est que du coup, pour faire des selfies, t'as plus de caméra à l'avant, mais c'est pas grave parce que t'as aussi un avant derrière, puisque t'as un écran derrière. Donc tu peux faire un selfie avec la caméra arrière, puisque t'as aussi un écran derrière. Voilà, c'est juste n'importe quoi. Le truc qui me paraît bizarre, c'est comment l'OS va gérer ça. Enfin, je veux dire, on commence à peine à arriver à avoir des versions qui gèrent les écrans pliables, les trucs avec des notches et tout ça. C'est la bataille. Comment tu vas gérer ça ? D'ailleurs, c'était une des forces du Galaxy Fold, c'est qu'ils ont mis une surcouche pour arriver à gérer le fait de passer de l'écran de devant au double écran à l'arrière, enfin, double écran au milieu. Donc c'est un vrai sujet. Là, c'est n'importe quoi. Ça s'imagine pas là. Voilà. Bon, au niveau des specs, ils sont quand même plutôt bien. On a de la 5G. Étonnant, on a un Snapdragon 855+, 12 Go de RAM. D'accord. Énorme. Une batterie de 4050 mAh. Donc on est dans des trucs qui sont quand même plutôt bien à ce niveau-là. Voilà. Après, s'ils se dépliaient. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Je me dis, pourquoi pas. Il y a peut-être des testeurs qui vont, Huawei qui vont le faire. Voilà. Et c'était la dernière news. Alors, on sait qu'il y avait en même temps que le tournage de cette émission, pour ceux qui sont en live, toutes les annonces Amazon. On n'a pas eu le temps de toutes les traiter. Il y a eu plein de trucs qu'on a vu passer. Ouais. On fera un débrief au calme dans le prochain épisode de Beats. Donc restez là pour revenez plutôt le prochain épisode, ou regardez juste en dessous si vous êtes en replay sur YouTube. Voilà, mais merci d'être venus si nombreux ce soir. Pour ceux qui sont en live, merci de nous soutenir. Donc on va remercier ce soir Ronoazoro qui nous a suivis, Toufik qui nous a envoyé des bits, merci à toi, merci. Et Zavina qui nous a suivis également, merci à vous pour le soutien. D'ailleurs, si vous souhaitez nous soutenir, en plus de Twitch pour ceux qui sont ici, vous allez sur tipeee.com/stdrenegade, vous allez pouvoir nous soutenir, notamment participer au financement du studio ici, de l'équipement qu'on
qu'on a ici. On a récemment changé, notamment, tiens, pour faire part un petit peu de notre truc. de l'autre côté. On a un bandeau LED qui fait partie de l'éclairage derrière ici qui a du mal à démarrer. Du coup, on a changé un petit peu cet équipement-là pour du coup avoir une alimentation qui tient la route. Et oui, vous saurez tout sur le studio. Voilà. Et puis si vous nous soutenez, vous avez accès à certains paliers à la communauté qui est sur Slack où on a les meilleurs présents et vous allez pouvoir échanger avec nous en direct à tout moment de la journée et de la nuit avec grand plaisir. Voilà. Si vous souhaitez avoir toutes les actus de la chaîne, notamment l'agenda de toutes les émissions qui sont à venir, rendez-vous sur studiorenegade.fr, vous allez voir ça. Je crois que demain matin, encore une fois, comme tous les matins à 8h, vous allez retrouver Cédric pour un Morning Tech Review où il fait son traitement de l'actu tech en coopération avec vous, puisque vous pouvez lui envoyer vos sujets directement sur notre canal Discord. Et après, si on veut nous retrouver, ça se passe principalement sur Twitter, si vous n'êtes pas sur le Slack. Hein. Vous pouvez quand même nous contacter, mais c'est sur Twitter. Et on répond. On répond aussi. Voilà, Chris Kamikas pour moi, Cultlord pour toi, avec un underscore. Et voilà. Et c'est fini. Merci à vous. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.